dans l'océan. Je sais que je suis parti pour 3 mois. J'ai ce que j'ai dans le bateau pour réparer ce qu'il faut. J'ai ma tête, j'ai mon physique. Et après, l'océan, il fait ce qu'il veut, quoi. Et c'est important d'avoir des repères qui nous permettent de naviguer dans cette complexité. Chez les pompiers, en fait, t'es chez toi ou t'es à la caserne en train de manger, de dormir. En l'espace de 10 minutes, tu peux faire ta Ligue des Champions, intervenir sur le feu de Notre-Dame, sur un feu improbable, que t'aies 3 mois de service ou que t'aies 10 ans d'expérience. À partir du moment où tu as une crise, c'est comment tu y réponds, on est d'accord? Et moi, je me dis, je vais être un champion. Qu'est-ce que c'est d'être un champion alors? La vie, elle est loin d'être simple, elle est loin d'être évidente. Donc j'ai abandonné un peu cette quête de perfection au profit de cette quête de la tranquillité avec moi-même, quoi. Je ne sais pas si je suis clair avec ça. Hello à tous, dans quelques minutes, dans quelques secondes, vous allez entrer dans l'épisode 4 du podcast avec 2 invités exceptionnels. On a Cyril Desromeaux, qui est un aventurier franco-américain. Il a traversé Hawaï jusqu'à la Californie en 39 jours à l'aviron. Il a traversé l'Atlantique et le Pacifique. Il est membre des clubs des explorateurs. Vous allez voir, c'est un gai luron. Il vient avec beaucoup d'énergie. Il est dans l'émotion, le partage. C'est un super conférencier. Et puis, on a Pierre Palan, qui est un ancien cadre des pompiers de Paris, 15 ans d'expérience en tant que pompier de Paris, donc a décidé à agir sous pression. Et aujourd'hui, il transpose tout ça dans des environnements complexes, dans le sport, en travaillant la stratégie, en travaillant l'humain, des staffs, des entraîneurs, pour mieux décider, pour mieux agir, pour mieux percevoir aussi sur le terrain dans des situations parfois de crise, parfois de tension, en tout cas de pression. Ils se connaissent parce que Pierre a accompagné Cyril pour sa dernière traversée. Et donc, ils se connaissent depuis environ 5 ans maintenant. Vous allez voir, il y a une vraie complicité. Et c'est le feu et l'eau, des personnalités hyper complémentaires, très différentes, mais très complémentaires. C'est génial de les avoir tous les deux en même temps. On va parler résilience, on va parler rebond, on va parler aussi spiritualité et intuition, mais en même temps stratégie, outils, avec des choses très concrètes que vous allez pouvoir appliquer dès demain. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse profiter et à bientôt. Ciao. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Alors vous le savez, maintenant on échange avec des profils hors normes et aujourd'hui on a une sacrée équipe. Je suis ravi d'avoir Pierre Palan et Cyril Desromeaux. Alors on va s'attacher à mieux comprendre comment entreprendre de manière plus entière, plus robuste, plus audacieuse aussi. Et donc finalement, et là ça va être parfait aujourd'hui, c'est apprendre comment naviguer cette ligne de crête qu'est l'entrepreneuriat. Donc on va parler kayak, on va parler aventure extrême, on va parler adaptation aussi face aux imprévus, à la pression. Mais d'abord les présentations. Pierre, tu commences ? Allez, c'est parti. Donc, je m'appelle Pierre Palanque, j'ai 43 ans, j'habite près de La Rochelle. Je suis un ancien cadre des pompiers de Paris, avec 15 années d'expérience de terrain, qui m'a amené à préparer et manager des hommes et des femmes dans des environnements souvent complexes et imprévisibles. Et moi, ce qui me passionne tout particulièrement dans ces environnements, c'est la manière qu'ont les individus, par exemple comme Cyril ou les équipes, de prendre des décisions sous pression, de s'adapter face à l'imprévisible, ou encore d'influencer le cours des événements. Mais avec une particularité, je m'intéresse surtout à la manière dont les stratégies, la préparation en amont permet de soutenir et de rendre disponibles ces compétences humaines en temps réel. Pourquoi aujourd'hui j'ai pris un virage. Pendant plusieurs années après les pompiers, j'ai fait de l'accompagnement individuel, pour des particuliers et des sportifs. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est vraiment le terrain, les stratégies et comment elles peuvent influencer les dynamiques comportementales et décisionnelles. C'est pourquoi aujourd'hui je transpose des méthodes militaires dans le sport pour accompagner notamment donc plus les particuliers, mais plutôt les entraîneurs, les staffs et les décideurs sportifs comme Cyril, qui sont à la fois des athlètes et des stratèges dans leur approche stratégique. Voilà, pour faire simple. Excellent, merci. Génial, on va en reparler. Cyril ? Ouais, salut Adrien, salut Pierre, salut tout le monde qui écoute. Moi, je suis Cyril Desromeaux, aventurier, rêveur, un grand rêveur. Oh là là, moi, je me considère citoyen du monde parce que je suis né en France. J'ai vécu jusqu'à 20 ans en France et après, j'ai vraiment voyagé dans plein de pays. Et en fait, ma particularité, c'est que je suis ce qui me fait vibrer.
que ce soit dans mes métiers, que ce soit dans les aventures que j'entreprends. Et voilà, moi, je suis aventurier parce que je vois la vie comme une belle aventure, en fait. Et c'est vrai que j'essaie de me pousser un petit peu à chaque fois en dehors de ma zone de confort. Et donc, les 3 dernières aventures que j'ai faites, c'était traverser des océans. La première fois, c'était en 2016, dans un bateau à rame à 4, de Californie jusqu'à Hawaï en 39 jours. Et ensuite, j'ai entrepris de le faire en kayak. Donc, ouais, un bateau complètement différent, beaucoup plus petit. Il n'y a que 5 personnes qui l'avaient fait dans le monde, dans toutes les traversées océaniques. Et donc, j'ai traversé de Californie à Hawaï en 91 jours. Ça, c'était en 2022. Et il y a 6 mois, j'ai traversé l'Atlantique en 71 jours. Et c'est pour ça que c'est super d'avoir Pierre, parce que Pierre, c'est mon coach mental qui m'a préparé en amont en fait, à aborder cette aventure d'être en solitaire 91 jours, sans voir la Terre, sans voir personne d'autre que, que moi et peut-être tu vois, des oiseaux, des poissons. Et comment est-ce que tu fais pour te préparer? C'était ça, comment tu fais pour voir tes peurs, etc. Donc, voilà. En gros, présentation, aventurier un peu fou. Bon, on est un peu tous fous en tant que Français, quoi. On est comme ça, on est né comme ça, t'es pas d'accord? Ouais, après, certains plus que d'autres, je pense, dans ceux qui écoutent vont se dire, bon, et justement, ça va être ma première question. Et j'en parlais rapidement avec Pierre avant de lancer. À quel moment, c'était quoi le moment, l'embranchement où vous avez déraillé, où vous êtes sorti des sentiers battus, où vous avez commencé à prendre la tangente, parce que clairement, vous n'avez pas le CV, le parcours, peut-être le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Donc, pour ceux qui écoutent et qui se considèrent peut-être plus dans un chemin classique, même si voilà, c'est des degrés, hein, y a pas c'est pas blanc ou noir. Quand est-ce que pour vous, ça a été l'embranchement et vous avez pris un chemin sur lequel vous n'êtes jamais revenu finalement? Bah, moi, je peux parler, Pierre, si tu veux. En fait, Vas-y, je moi, t'en à prie. 25 ans, j'ai fait, en fait, moi, j'ai fait un parcours assez classique, école de commerce supérieure, tu vois, plusieurs pays. Donc, c'était un an en Angleterre, un an en Espagne, un an à Paris. Et j'ai découvert l'international, mais vraiment, le déclic, c'était à 25 ans, j'ai fait un tour du monde, sac à dos, avec 7 000 € de budget pour un an de voyage. Et tu vois, un peu baroud. Et là, j'étais un peu en décalage avec ce que tu es supposé faire. Alors, tu as ton diplôme, tu es supposé trouver un boulot le mieux que tu peux, et puis après, tu vas commencer une carrière. Et en fait, moi, j'étais pas prêt. Je me suis dit, non, tu sais quoi, je vais faire un petit tour du monde. Et donc là, je me suis vraiment écouté moi-même en disant, c'est ça que je veux faire. Je m'en fous d'acheter ma première BMW tout de suite. Je m'en fous d'acheter une maison. Je veux vivre la vie. Je veux sentir mes vibrations. Et c'était ça, c'était le voyage. Et après ça, c'était un peu toujours pareil, quoi. Qu'est-ce que je veux faire après? Alors, je suis parti au Brésil pendant 6 mois. Ensuite, je suis parti en Argentine pendant 2 ans. Et puis, voilà, ça a suivi une passion un peu. Donc, c'était ça le décalage, je crois. Ouais, ça nous fait un point commun, hein. Je pense, j'ai commencé à dérailler aussi après un tour du monde en sac à dos. Ça remet un peu les idées en place. Ouais, merci. Et toi, Pierre? Bah, moi, c'est un petit peu pareil dans le sens où, comment dire, mon envie d'aventure a toujours prédominé sur des choix classiques professionnels. Plus jeune, je rêvais d'aventure, je rêvais de collectif, je rêvais de vivre des choses que peu de personnes dans le monde peuvent connaître. Et j'ai été servi avec les pompiers pendant des années. C'est vrai que j'ai jamais regretté ce choix. Ça a été vraiment passionnant. On vit des aventures, on vit un collectif, on vit des choses que peu de personnes peuvent rencontrer. Et c'est vraiment très intéressant. Et après, il y a eu un deuxième virage de l'entrepreneuriat, donc passer du domaine militaire à la société civile, c'est pas évident. Mais c'est pareil, c'est une envie de quitter l'institution. Je savais que j'avais pas les faire carrière. Je pense que ça a été un peu bousculé avec les attentats, les changements un peu de situation dans la capitale. Mais après, une envie un peu plus de liberté et d'autonomie. Donc, ça a été vraiment l'accompagnement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de préparation mentale. Donc, il y a un peu un effet de mode autour de ça. Mais avec le temps, avec la période Covid, ça a été vraiment une nouvelle bascule. C'est-à-dire que j'ai eu envie d'apporter vraiment un savoir-faire issu de l'armée et de suivre cette aspiration. Donc, forcément, on est à la fois passionné, mais derrière, on est aussi des entrepreneurs. Donc, on fait face aussi à tout ce quotidien. Donc, c'est pas toujours facile de suivre ses passions, mais ça vaut le coup, quoi.
Et comment t'as fait? Excuse-moi, Non, Adrien, je veux vas-y. pas faire l'entretien à ta Bah place. non, mais c'est pour ça Mais qu'on en est fait, 3, c'est parfait. mais Pierre, je le connais depuis 4-5 ans et en fait, je sais t'étais pompier à l'origine et ensuite t'es passé coach des pompiers, on va dire coach des pompiers pour simplifier, mais comment t'es passé au niveau, tu vois, philosophie, psychologie, de management de la peur, du stress, etc., dans les pompiers de Paris. Et après, tu parles d'être militaire, tu considères les pompiers de Paris comme militaires? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a les pompiers professionnels qui font partie de la fonction publique territoriale et il y a les pompiers de Paris qui font partie de l'armée, comme Ah, les d'accord. pompiers de Marseille qui font partie de la marine. Euh, Avec le temps, je suis monté en grade, donc je dirigeais des équipes d'intervention. Je les encadrais aussi au quotidien au sein des casernes et je m'assurais aussi de la préparation physique, opérationnelle et de la formation. Et avec le temps, ce qui me plaisait énormément, c'était vraiment l'aspect humain, la transmission. Et quand j'ai voulu quitter les pompiers, dans l'idée, en général, on se dirige vers les pompiers pros dans le civil ou dans la sécurité aéroportuaire ou autre. Mais ça me parlait pas, ça me faisait un gros nom à l'intérieur. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc j'ai plus posé des intentions et je fais un peu le métier de préparation mentale qui s'est dirigé vers moi. Et là, il y a tous les voyants ouverts qui se sont installés. Et je me suis dit, go, on fonce, je pars là-dedans. Donc ça s'est vraiment présenté comme ça, quoi. Vous avez, je rebondis là-dessus, vous avez tous les 2 dit, «Je me suis écouté». Là, Ouais. tu me dis, un gros non à l'intérieur, «J'ai suivi ma passion». Il y a une histoire de passer par le corps, moi, qui m'intéresse beaucoup. Comment ça prend vie, ça, dans votre quotidien de s'écouter, d'être connecté à son corps? Qu'est-ce que vous en faites, quoi? Est-ce que c'est pour faire les courses, pour faire des grandes décisions de vie? Est-ce que c'est toutes les 10 minutes? Est-ce que c'est pour les gros événements? Comment vous utilisez ça, là, cet outil? Bah, moi, je pense que j'ai toujours été intuitif. Ma Mmh. personnalité fait que je suis un enthousiaste et j'ai toujours écouté. Et il y avait une autre force que je voulais pas écouter, c'était les forces de ce que tu es supposé faire, tu vois? J'en ai parlé un peu au début, enfin, je trouve qu'en France, la culture française est un peu, il y a des non-dits qui font que tu es obligé de faire ça et alors, moi, ça fait 17 ans que j'habite aux États-Unis. Quand je suis arrivé ici, il y avait une espèce de sentiment de liberté où en fait, tu es vraiment entrepreneur dans l'âme, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. D'ailleurs, Mmh. je me demande, est-ce que j'aurais traversé les océans si j'étais resté en France? Je ne sais pas, parce que, bon, on ne sait jamais, quoi, mais il y a vraiment quelque chose qui est, heu, ancré dans la France où en fait tu dois faire tes jalons, tu dois monter et puis, tu vois, tu as 25 ans, bah, tu peux pas être CEO d'une boîte. Bah, en gros, tu peux, mais, tu vois, en gros, il y a quand même des freins invisibles et pour moi, en fait, je me suis senti pousser des ailes quand je suis arrivé ici. Après, ouais, je Est-ce peut-être que qu'il y c'est avait ma pas la personnalité. distance aussi finalement? Moi je l'ai vécu aussi en partant à New York et j'ai senti vraiment ce sentiment de les ailes qui se déployaient, les conversations étaient différentes, l'énergie. Est-ce que c'est vraiment les pays, les gens? Sûrement une partie, hein, c'est toujours multifactoriel, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement mettre de la distance et donc c'est des nouveaux gens, on a tu vois quelque part on a un peu carte blanche et on peut se Oui, tu lâcher peux te correctement? Ouais, réinventer comme ouais, tu veux. Ouais, 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 ouais. ouais, il y a je Ouais, pense. certainement ça. Ouais. Et Ouais. toi, Pierre, se passer par le corps, c'est, bah, après déjà, chez les pompiers, il y a une pratique physique, intense, il y a un aspect physique, du danger, de l'intervention. Comment tu as cultivé ça et comment tu l'utilises au quotidien? C'est vrai que dans ce que disait Cyril, il y a ce besoin de se réinventer. Je sais pas, il y a une sensation au fond d'un besoin d'aventure, d'un besoin d'estimer un peu notre authenticité dans le monde. Et c'est pas toujours évident quand on est dans une société qui veut nous mettre un peu dans les cases. J'entends souvent des commentaires de personnes qui sont allées aux États-Unis et qui retrouvent une forme Ouais. d'élan à l'entrepreneuriat, à un goût à l'aventure, un peu dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est vraiment, je sais pas comment dire ça. J'ai toujours fait des sports de glisse, des sports un peu extrêmes. J'ai toujours été un peu dans le corps et c'est vrai que quand on fait de la glisse, par exemple, en fait, le monde est un terrain de jeu. Et j'ai toujours eu besoin de me servir ce monde comme un terrain de jeu, d'avancer dedans. Et ce qui, par contre, je savais pas forcément la direction où ça allait amener. Ça amène forcément comment dire, à prendre des risques qui nous mettent parfois dans la sécurité, qui nous mettent parfois, je vais pas dire en danger, mais qui nous sortent un peu des cadres sociales.
Mais par contre, je savais profondément sans dénigrer les gens qui travaillent au quotidien, que d'avoir un boulot dans lequel je puisse me caser avec mon logement et tout ce qui va bien, je savais profondément que ça m'angoissait. Donc j'avais besoin de laisser aller ma créativité. Je pense que c'est un peu un moteur, au fond. Il y a une sorte de foi dans... Mais j'en connais pas encore la fin. Donc Ouais. ça se C'est construit dans le toujours Mais chemin. en train Adrien, de... par définition, un entrepreneur, il entreprend. Enfin, il peut pas suivre. Et il fait sa route, quoi. Alors que ce soit un entrepreneur qui crée une boîte ou je sais pas, un peintre et qui fait sa propre type de peinture, la photographie, tout ce que tu veux, c'est un créateur. Et en fait, tu ne peux créer que quand tu t'écoutes. D'accord? Donc il y a ce côté intuitif qu'il faut écouter. Alors, Mais je suis pas sûr que ce soit évident pour tous les entrepreneurs, si tu veux. On voit les effets de mode, on fait des startups, on fait dans la tech. Moi, le premier, j'y suis passé. Et puis, il faut lever des fonds. Et finalement, aussi, on rentre un peu dans un chemin qui a été tracé, retracé, etc., un peu par automatisme et moins par parfois, attends, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Est-ce que c'est lever les fonds ou juste faire ou pousser tout mon côté, mon projet et vibrer, tu vois? Et on rentre aussi dans des il faut, je dois également qui peuvent être les mêmes que ça soit en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur. Et c'est ce que j'adore dans votre parcours, c'est qu'on sent qu'il y a cette créativité un peu à tout prix, ce qui t'a amené, Cyril, sur les océans. Et j'ai vu, je crois, sur ton site, il y avait adapt and adjust, s'adapter et ajuster. Et oui, et Pierre aussi, tu l'as évoqué, c'est finalement, je suis en chemin. Tu m'as dit, je sais pas trop la direction, ou en tout cas où ça m'emmène, mais j'essaye de kiffer le chemin le plus possible. Cyril, t'en parles aussi sur ton expédition. Comment, parce qu'en fait, je pense que comme vous, comme nous, vous avez des factures de l'URSSAF ou du IRS aux États-Unis, etc. Et donc, effectivement, il y a les rêves, il y a les projets, il y a ces moments-là. Mais comment vous adaptez et vous ajustez au quotidien avec toutes ces contraintes externes qui existent aussi? bah, en fait, moi, je dirais que on veut toujours être en contrôle, quoi qu'il arrive. Tu vois, l'ego, il va dire, bon, bah, il y a le futur qui est incertain. Comment est-ce que je peux faire pour anticiper le futur? Et pareil pour le passé. Et en fait, apprendre des leçons du passé. Donc, tu as des regrets qui te permettent, en fait, de pas reproduire les mêmes erreurs. Mais tout ça, c'est pour nous rassurer. C'est que du mental. Et en fait, la seule certitude qu'on a, c'est que les choses vont changer et qu'il va falloir s'adapter, s'adapter, s'adapter. Alors moi, j'ai 49 ans. euh, Toutes les difficultés de ma vie, je les ai supérées. Et je les ai pas supérées par force, c'est toujours en m'adaptant. Et tout le monde entier. Tu as perdu ton boulot, tu as divorcé, tu as quelqu'un qui est décédé, tu as dû déménager, En fait, toutes ces difficultés de la vie, c'est que de l'adaptation. Donc, à partir du moment où tu te dis, bon, je vais devoir m'adapter, comment est-ce que je fais pour créer une mentalité qui me permet de m'adapter dans n'importe quelle situation? Et moi, dans l'océan, je sais que je suis parti pour 3 mois. J'ai ce que j'ai dans le bateau pour réparer ce qu'il faut. J'ai ma tête, j'ai mon physique. Et après, l'océan, il fait ce qu'il veut, quoi. Il y a une tempête qui arrive, je vais obligé de m'adapter. Donc, c'est symbolique, ensuite, de cette certitude qu'il faut avoir dans sa capacité d'adaptation. Et Pierre m'a beaucoup aidé là-dessus. Enfin, quand j'ai dit, bah, je sais pas ce que je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire pour être prêt? Moi, je suis un extroverti. Je vais être en solitaire. Je vais pas voir. Je sais pas ce que je sais pas. J'ai des peurs. Comment on identifie les peurs? Comment on identifie, tu vois? Et ça, Pierre, il était fantastique pour ça. Pierre, tu veux nous en dire plus sur toi, comment tu vis ça au quotidien et puis comment tu as pu accompagner Cyril là-dessus? Au quotidien, c'est pas toujours évident. Tout à l'heure, tu as parlé un peu de comment savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, et je trouve que c'est des questionnements qui sont assez intéressants. Parfois, on veut prendre une direction pour un peu combler une peur évidente dans l'instant. C'est-à-dire que je suis dans l'insécurité, je veux gagner de l'argent, et je peux suivre un modèle qui est proposé par la société dans l'entrepreneuriat et qui peut parfois un peu nous foutre dans la merde. On peut essayer de chercher de torturer cette réalité pour combler, on va dire, une peur. Et parfois se poser, réfléchir, laisser un peu décanter ces peurs-là pour se centrer un peu sur nos intentions, sur pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie demain, sans forcément mettre des mots sur une direction entrepreneuriale précise. Mais parfois, je sais, quand j'ai voulu quitter les pompiers, l'objectif était vraiment de faire autre chose. Je ne savais pas quoi. Ce qui venait tout de suite, c'était un côté sécurité, d'aller faire pompier professionnel. Et quand je me suis posé, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu veux au fond?» Et au final, c'était être dans le sport, être dans un collectif,
dans la pédagogie, dans l'humain et tout ça, mais en fait, ça donnait pas une direction professionnelle. C'est plusieurs mois après, en ayant posé cette intention à moi-même, que la préparation mentale s'est présentée un peu par hasard, et en fait, tout a vibré, t'es mis au vert un peu là-dedans. Après, quand tu décides d'entreprendre dans ta voie d'intention, bien sûr, tu peux pas non plus. Il y a plein d'imprévus. La vie est faite de plein d'imprévus, et il y a plein de choses qu'on peut pas anticiper. Mais il y a plein de choses, il y a plein d'imprévus qui sont prévisibles aussi. Et c'est important de poser des repères pour éviter comment dire, de faire face un peu au bang au moment où, à un moment donné, ça arrive. Il y a des choses qu'on peut anticiper, il y a des choses qu'on peut prévoir, et ça fait partie du chemin. Essayer de se connecter au maximum à la réalité qui est proposée, que parfois avoir un plan tout prévu qui nous enferme un peu dans cette réalité, quoi. Ouais, Je sais pas si c'est complètement. clair. C'est complètement, ça me fait penser à la fameuse règle pour l'Everest. Je crois que c'est 10h30. Si t'es pas à 10h30 au sommet, il faut faire absolument demi-tour parce que tes chances de réussite ou même de survie deviennent vraiment minimes. Et c'est un peu ça, c'est cette intention très forte, très haute de dire je vais y aller, je me donne toutes les chances, j'y vais, je me donne. Mais au bout d'un moment, aussi avoir des jalons et de se dire bon, bah là, c'est juste que ce jalon, je l'ai passé déjà, je vais pas pousser trop fort et j'ajuste, j'adapte, peut-être qu'on retournera demain, un autre jour, etc. Donc, complètement, ça me parle beaucoup. Et ce saut-là dans l'inconnu que tu as décrit, parce que tu as dit, je trouve ça assez rare, je savais pas, je suis parti, j'étais plus aligné, j'étais plus au bon endroit, je suis parti, je savais pas trop ce que ça allait te donner. Par contre, tu as mentionné plusieurs fois ces valeurs hautes, ces importants qui sont très précis pour toi. Et finalement, j'ai l'impression que peu importe si ça avait été tu vois, ce métier ou un autre, une autre activité, tant que ça répond à ces importants, c'est OK, quoi. Et j'ai cette clarté sur tes importants, ça vient d'où? Parce que c'est pas quelque chose que j'entends régulièrement, tu vois. Quand je pose la question, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Quels sont tes importants? Souvent, j'ai un silence dans la salle, quoi. Je pense, quand je suis sûr de la direction, c'est quand il y a de la joie. Mmh. Je C'est-à-dire que, en fait, c'est une mécanique, quand j'étais petit, sans rentrer dans les détails de mon enfance, mes parents avaient des difficultés financières. Il y a des moments où c'était très compliqué à la maison. Je voyais comme quoi le travail, les finances jalonnaient un peu le quotidien familial, et j'avais pas réellement envie de vivre ça. Je me suis dit, on bosse 200-250 jours par an. Qu'est-ce que je peux faire? Si au moins je peux choisir un métier, autant un métier qui me corresponde, qui soit aligné avec ce que je suis ou ce que je pourrais être demain. Et c'était pas évident. Et c'est vrai que j'avais 13-14 ans, j'avais noté sur un bout de papier qu'est-ce qui me passionnait le plus. Il y avait le sport, il y avait le collectif, il y avait la cohésion avec les potes. Enfin, il y avait plein de petits trucs comme ça. Et j'ai plié ce petit papier. Et en fait, chaque mot que j'écrivais me faisait vibrer à l'intérieur. Ça me mettait en voix dans l'instant. J'avais pas marqué un métier. Et 6 mois plus tard, je vais dans un camping avec un ami d'enfance. On rencontre son cousin qui est pompier de Paris. Il parle de son métier. Et là, ça met tous les voyants au vert. J'ai dit, et je fais ça et je suis parti dans cette direction. C'est vraiment la joie qui me met en confiance dans le parcours. Même si le parcours est jalonné de difficultés, on dit souvent que la foi, c'est un peu la confiance dans les choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est un peu, sans parler de religion ou de spiritualité, mais c'est cette foi qui m'aligne, cette joie qui est un peu un guide, en fait. Ah, excellent, merci. Cyril, toi, tes importantes et ta boussole à toi, c'est quoi? Moi, c'est pareil, hein, c'est la vibration. En Ouais. gros, que souviens-toi du dernier moment où tu t'es senti vivant, ok? Ça peut être inviter des potes à la maison, faire une super bouffe. Ça peut être, je sais pas, partir en montagne, faire une crapahuter pendant 2-3 heures alors qu'il pleut, qu'il fait froid. Quoi que ce soit, si t'adores ça, bah, refais-le, fais un peu plus. Ouais, suis tes vibrations, parce que après, est-ce que tu as vraiment regretté quelque chose, tu te sentais vivant? Non. Après, je sais pas si c'est
Dans mon cas, à vrai dire, je l'ai fait à l'extrême, tu vois? Donc, pour le long terme, c'est pas je sais pas si c'est top parce que comme je vis toujours par rapport aux opportunités qui se présentent, heu, putain, là, j'ai envie d'y aller, là, j'y vais, là, hop et j'y vais à fond et puis une autre qui arrive après, tu vois? Donc, ça fait un parcours un peu, heu, allez, pas super stratégique, mais, c'est ça qui me va, quoi, c'est ma vie, quoi et puis je fais ce que je veux. Et alors attends, tu dis parce que tu dis pas très stratégique, mais tu t'es quand même pas lancé comme ça. Tu avais des sponsors, tu avais un bateau, tu avais Ah, des pour les 1 ou traverser, ouais. plusieurs Ouais, trucs. ouais, ouais. Et donc le stratégie effectivement, il y a enfin j'entends plusieurs couches quoi. Il y a cette grande couche de vie où tiens, je suis ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne, mais derrière, tu es pas parti avec un slip et un sandwich. Tu as mis du mental derrière pour organiser, mettre de la stratégie. Donc il y a quand même un équilibre entre les deux. À quel moment c'est j'active le cerveau passion, à quel moment j'active le cerveau mental qui sait faire un plan? Bah, la passion, elle doit être, au début, hein. Tu sais, c'est le feu intérieur, j'ai envie de faire ça, puis ça me dit et puis après ça revient tous les matins, tu as cette voix, elle est: «OK, bon, bah, maintenant, c'est quoi mon projet? OK, je veux traverser un océan». Bon, je me suis pas réveillé du jour au lendemain. Il y a eu 10 ans entre le moment où j'ai commencé le kayak jusqu'à mais à partir du moment où je veux faire quelque chose de vraiment sérieux, où il y a des risques, bah, pour ma vie et cetera, là, je le prends comme une entreprise, comme un OK, il faut un site internet, il faut des sponsors. Qu'est-ce qu'il me faut? Un budget, il me faut une vraie perspective, il faut une équipe. Quelle équipe? Un électricien, je veux un routeur météo et puis après je sais pas ce que je sais pas et puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, Pierre. C'était, je sais pas, je m'étais sur LinkedIn, voilà, je cherche, à m'améliorer dans le je sais pas comment gérer mes peurs et puis, et puis tu t'as dit: «Oh j'adore, ton aventure, moi j'ai accompagné des sportifs de haut niveau, j'ai pas fait d'aventurier, ça j'apprendrai énormément, let's go» et en fait, cette passion, cette énergie que tu transmets parce que tu es tellement passionné, les gens vont s'y attacher parce que moi j'adore, je suis électricien, je vais t'aider pour l'électricité de ton bateau. Ou un autre qui dit: «Moi je suis préparateur physique, je vais t'aider pour la préparation». Quand tu as une énergie, hem enfin, tu vois, qui transpire dans ton projet, les gens ont envie de t'aider et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Pierre et puis d'une conversation à une autre, je dis: «Mais en fait, j'ai trop besoin de toi, je savais pas, mais voilà quoi, let's go». Qu'est-ce qui t'a attiré toi, Pierre, quand tu as entendu le projet, et vu le post LinkedIn de Cyril? Bah, le parcours, l'aventure, Ouais. il faut savoir qu'il y a très peu de personnes dans le monde qui font ce que fait Cyril. Donc, il y a vraiment, quelque chose, d'exceptionnel et j'étais vraiment quand on s'est rencontré avec Cyril dans cette bascule, où je passais de l'accompagnement des particuliers, des sportifs à vouloir, transposer des méthodes militaires dans le sport et c'est un public, aussi que je vise et au-delà de l'aventure, c'est ce que dit Cyril, c'est qu'il y a toute une préparation. Et bien sûr, il y a la motivation, la joie qui l'anime à vouloir faire relever ce défi-là, mais il y a toute la construction du projet et qui nécessite du pragmatisme, de la stratégie, à poser les choses, à savoir. Et c'est à la fois c'est un athlète, mais c'est à la fois son propre manager. C'est-à-dire il est à la fois le capitaine à bord du bateau, mais aussi le moutaillon si je puis dire, mais donc il gère tout un ensemble d'équipe. C'est ce qu'on peut voir sur les Et résultats d'ailleurs sur le Vendée Globe. et C'est Pierre, important. Oui. tu parfait pour moi parce que moi je suis dans l'émotion, je suis dans l'intuition, je suis dans tout ça et toi tu es tellement posé, on l'entend depuis, c'est quoi? Ça fait 20 minutes qu'on parle. Non mais tu es génial toi. Tu vois? Il me remet les pieds sur terre. Il me dit alors je me suis Mmh. la première discussion qu'on a eue, c'est: «Cyril, OK, tu vas être dans un bateau, OK, il y a des tempêtes et tout. Comment tu pilotes ton stress?» Je dis: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu pilotes ton niveau de stress?» Et en fait, il y a tellement de choses qui sont transposables dans ce qu'il avait fait dans le passé avec moi, même s'il avait jamais fait d'aventurier, qui était en Ouais. solitaire, tu vois? Il m'a dit bah et alors je vais raconter l'histoire, Pierre, si tu veux bien, voilà la façon dont je me souviens et en fait, c'était OK, bon, par exemple, les pompiers de Paris. Tu vas sur une urgence, tu sais pas si l'urgence, ça va durer 24 heures ou une semaine ou 2 semaines et tu peux pas être à 100 de ton niveau de stress, d'accord? Ben, bien sûr, si tu as un feu et tu as la lance, dans les mains, là, tu dois être 10 sur 10. Mais tu reviens au pick-up. Voilà, il y en a d'autres qui sont en train de sur l'urgence. Toi, tu dois pouvoir descendre 7 ou 8 sur 10 sur ton niveau de stress. Et puis, si tu reviens à la caserne, les autres, ils continuent à faire l'urgence. Mais toi, tu dois pouvoir redescendre à 2 sur 10 parce que tu peux pas être en urgence tout le temps. Et tu vois, on a transposé ça et des Cyril, bah, quand tu seras dans une tempête.
OK, si tu es en train de pagayer et puis il est 2 heures du matin, tu es obligé d'être 10 sur 10. Mais tu peux pas être 10 sur 10 si la tempête, elle dure 1 heure. 2 heures, 4 heures, 24 heures, tu sais pas si c'est une semaine, tu vas pas tenir. Donc ça veut dire qu'il faut que quand tu reviens dans ton cockpit et dans ta cabine, tu fermes la cabine, il faut que tu sentes ça comme un cocoon pour descendre du 10 sur 10 à ton 5 sur 10. Et là, après, quand tu retourneras sur le front, tu pouvoir, tu vois? Et donc il dit: «OK, bon, bah, voilà. Comment tu fais?» «Bah, j'en sais rien». «Bah, voilà, alors on va voir comment est-ce qu'on fait pour que la cabine, ce soit un cocon et que tu te sentes pas prisonnier de cette cabine». Voilà, et les étapes, tu vois? On commence à dérouler la préparation et cetera, et donc même si, tu vois, il venait des pompiers de Paris, tout est transposable, et après il dit: «Bon, bah, comment tu fais pour tes entraînements?» Et puis voilà, on a travaillé ensemble pendant 1 an, 2 ans, avant de la traverser. Génial. Oui. Et du coup, Pierre, alors on veut savoir la technique. Je suis dirigeant, entrepreneur, c'est le stress toute la journée. J'ai les rendez-vous, j'ai l'école, il faut que je convertisse. Je regarde mes dashboards, mes résultats. Je dois manager des gens et puis j'ai les factures. Et je rentre à la maison, 18, 19 heures, et encore, je suis gentil, ou c'est le week-end. Comment je pose le cerveau? Comment je suis de nouveau présent? On a parlé beaucoup de présence avec Stéphane Toureau et Eric dans ce podcast. Comment je reviens à moi? Je reviens à mon corps, du coup, pour aussi réécouter. Est-ce que je prends toujours du plaisir? Est-ce que je suis toujours au bon endroit? Et comment je reviens là et je descends mon niveau stress et je remplis les batteries? Alors, c'est vrai que je vais accompagner principalement des entraîneurs dans leur méthodologie. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, ce que j'aime bien expliquer, c'est qu'en fait, on ne fait pas l'expérience de l'arrêté, mais plutôt on fait l'expérience de l'arrêté au travers des méthodes qu'on met en place. C'est-à-dire que si tu as un objectif à atteindre, et si on doit transposer ça dans le monde de l'entreprise, tu vas mettre en place une routine, une organisation quotidienne, dans laquelle tu vas en faire l'expérience quotidienne. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est-à-dire Mmh. que tu vas mettre des rendez-vous le matin, des rendez-vous l'après-midi, un ensemble de choses dans le quotidien. Et toi, tu vas, du coup, tes stratégies que tu as pensées en amont, et tu vas en faire l'expérience et tu vas la traduire dans la réalité. Dans la réalité. En général, quand on ressent du stress, une surcharge mentale, c'est vrai qu'on peut le voir comme, on peut le voir de différentes manières. On peut le voir comme, j'arrive pas à m'adapter à mon métier, je suis pas performant, Mmh. humainement, j'arrive pas à prendre le dessus là-dessus et à suivre le rythme. Pourtant, c'est le rythme que tu t'es imposé, parfois souvent. Deuxièmement, ça peut être une phase de transition, c'est-à-dire que tu mets en place plein de choses et derrière, bah, tu as le temps, faut que tu prennes des automatismes, des routines, et parfois, ben, cette dimension humaine va prendre le temps, mais va s'atténuer avec le temps et s'adapter à la stratégie mise en place. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que, du coup, c'est un indicateur. C'est-à-dire qu'on est souvent le baromètre, de l'expérience qu'on fait dans le réel de nos stratégies. Je sais pas si je Oh suis là là. clair? C'est-à-dire qu'au lieu de s'auto-sanctionner en essayant de forcément, trouver un moyen de méditation, de gestion du stress pour essayer de torturer notre réalité intérieure pour qu'elle corresponde à notre, réalité extérieure qu'on s'est parfois soi-même imposée. L'idée de se dire: «Mais comment je peux réadapter ma stratégie pour qu'elle puisse nourrir mes objectifs dans le temps, mais qu'elle soit adaptée à la manière dont je vais la traduire dans le réel et dans l'expérience que je vais faire au quotidien». Parfois, on cherche à se torturer humainement et émotionnellement, mais et à trouver des moyens. Mais parfois, c'est intéressant de repenser la stratégie, l'organisation de journée pour parfois avoir des moments pour souffler, des moments pour profiter de la famille, des moments où je suis engagé dans le travail, et ainsi de suite. Ouais, excellent. Ça me fait penser, je suis fan de stratégie militaire aussi, on en reparlera, et ça me fait penser à la notion, d'effet majeur, et donc de priorisation, de choisir, quel est mon plus grand levier pour atteindre mon objectif. Et ça, j'avais un coaching juste avant d'un entrepreneur, et il me disait, je lui demandais ses objectifs du moment, et il me disait: alors là, je suis en train de perdre du poids, je vais à la salle, j'essaye d'être au top sur ce truc. Là, dans mon boulot, j'essaye d'être dans les 10% de ça. À la maison, pareil. Et je lui disais, mais c'est quoi ton exemple? Dis-moi qui fait ça? Qui est parfait sur tous ces plans et met la barre si haut de partout? Et donc, la conséquence, le corollaire de ça, c'est que finalement, il y a des choix à faire, il y a des priorisations à faire. Quel est mon levier? Quel est mon effet majeur qui va me permettre d'atteindre mon objectif final? Et donc ma question pour vous, c'est
à quoi vous avez dit non, qu'est-ce que vous avez laissé de côté pendant un temps au moins pour pouvoir atteindre vos objectifs, créer le monde que vous vouliez expérimenter. Une grosse partie, c'est renoncer à d'autres choses. Donc, à quoi vous avez renoncé pour ça? Alors, pour moi, il suffit de voir que je dois prendre 3 mois dans ma vie pour pouvoir être sur l'eau. D'accord? Donc, quel est le métier qui va me permettre de prendre 3 mois de vacances, ok? Sans être payé. Donc après, il y a le côté budget, finance, comment est-ce que je fais pour gagner plus d'argent, soit trouver des sponsors. Mais tous ces sacrifices, en fait, on en parle de sacrifices, mais c'est pas des sacrifices quand tu es passionné. Ok, bon, après, c'est des choix. Normalement, je suis directeur d'une petite société entre 10 et 15 personnes. Je pouvais plus le faire. Je pouvais pas. Alors, c'est pas que j'ai renoncé à ma carrière, mais c'est que l'appel de l'aventure et de ce que je voulais faire était plus fort. Donc finalement, c'était pas un sacrifice. Et là, je me retrouve à 49 ans dans une situation où en fait, j'ai aucun regret. Euh, Après, ça peut être des sacrifices pour les gens autour de toi. D'accord? Et c'est ça qui est hyper dur, c'est qu'à partir du moment où ça n'en sont pas pour toi, mais les gens autour de toi empathissent, là, c'est chaud à gérer. Pour moi, c'était le plus dur. Si tu es célibataire et puis tout ça, après, bon, tu as des enfants, tu as une maison à payer, etc., etc. Bon, ça, est-ce que tu les vois comme des freins impossibles à dépasser? Donc, à ce moment-là, en fait, tu fais pas ce que tu dois faire parce que t'es bloqué. Ou est-ce que tu dis, quoi qu'il arrive, je le fais, et puis après, ces autres côtés-là, on pâtisse un peu, et puis bon, il faut vivre avec les conséquences. Hein. Ouais, ok. Et toi, Pierre, à quoi tu as dû, pour avancer, tu t'as parlé tu étais parti des pompiers, mais à quoi tu as dû dire non finalement pour vivre ce que tu vis aujourd'hui? Au confort et à la sécurité. Hmm. C'est pas évident. Quand on travaille pendant des années dans un système qui nous soutient, un système militaire, dans lequel on a une reconnaissance naturelle par l'uniforme, avec un salaire tous les mois, même que tu sois blessé ou que tu sois en service, quand tu deviens entrepreneur, oui, tu dois faire souvent la main prise sur le temps, la sécurité et le confort. Et donc forcément, comme dit Cyril, ça a un impact parfois sur l'entourage, ça peut créer des tensions dans le couple parce qu'il y a souvent parfois des projets de famille. Donc c'est pas toujours évident. C'est vrai que attêter l'idée que l'entrepreneuriat peut nous amener jusqu'à combien de temps je peux attêter cette insécurité et cet inconfort. Voilà. C'est pas évident. Même parfois, quand tu débauches le soir, tu es chez toi. Quand tu es entrepreneur, tu as encore ça dans la tête le soir. Donc, c'est le temps, le confort, la sérénité, la sécurité, c'est vraiment des impasses qu'il a fallu mettre du temps à traiter. Et aussi, comme dit Cyril, pour l'entourage. Pour l'entourage. C'est difficile de trouver cette balance et cet équilibre. Quoi. Mais existe-t-elle vraiment, cette balance, cet équilibre? Il y a toujours, tu vois, il y a le pour et le contre de toute situation, quoi. Ouais, c'est un peu comme cette histoire de l'Everest avec le jalon, c'est-à-dire que je me donne jusqu'à ce jalon, je joue à l'intérieur de ce jalon, de ce cadre, et puis si j'arrive pas à ce jalon, peut-être que j'ai un plan B, un plan C pour m'adapter et m'ajuster, quoi. Bah, il y avait l'histoire qu'on avait échangé avec Cyril sur la citation polynésienne en disant que l'humain est toujours tiraillé entre son besoin de sécurité et de liberté. Et c'est pas évident quand on entreprend, on se retrouve vraiment parfois dans ce tiraillement-là, quoi. Ouais, alors, en fait, pour la petite histoire, Pierre et moi, on reparle un petit peu depuis une semaine ou deux là, pour peut-être un nouveau projet. Ah. On va rien dire. Mais en fait, je me disais, moi, j'ai toujours eu l'idée, l'histoire polynésienne, c'est quoi? C'est en fait, l'être humain est tiraillé entre le besoin de l'arbre, qui est la racine, et le besoin de la pirogue. La pirogue, c'est l'aventure, etc. Et quand tu es dans l'un, tu veux l'autre. Tu vois, bon, ça, c'est classique. Jusqu'à ce que tu te rends compte que la pirogue a été faite avec du bois, de l'arbre. Et en fait, moi, j'avais toujours vu ça, mes racines et mes ailes. J'ai besoin de mes racines pour pouvoir partir mes ailes et voilà, faire mes aventures et revenir à mes racines. Et en fait, ce que j'ai trouvé, la nouvelle image, c'est en fait, je voudrais une pirogue, mais dans laquelle je me sens tellement stable
que j'ai de cette stabilité. Et donc, en fait, il faut que je crée une quille. Une quille dans cette pirogue. Comme ça, j'ai les racines et j'ai les ailes en même temps dans ma pirogue avec une quille. Ouais, c'est ça. Et en même temps, cet équilibre qui vient en fait du mouvement, de la danse, c'est aussi intéressant parce que c'est en perpétuelle évolution. Qu'est-ce que j'ai appris pendant ce voyage? Comment ça impacte mon retour à l'arbre et à mon camp de base? Et je me prépare pour cette nouvelle aventure qui va être un peu différente. Et c'est pas, ça tourne pas en rond. C'est plutôt des allers-retours comme ça, mais qui évoluent. Et chaque fois, je fais un petit ajustement. Du coup, pendant qu'on parle un peu des moments plus difficiles, on a parlé de vos aventures. Moi, j'aimerais savoir, pour vous connaître un peu mieux, les difficultés, les grands challenges, peut-être les grands échecs. En France, on est un peu allergique aux mots, aux États-Unis, beaucoup moins, mais on sait que c'est aussi là qu'on se forge, c'est là qu'on prend des grandes décisions, c'est là qu'on fait des changements, c'est dans ces moments de crise, c'est peut-être le mot plus juste. C'est quoi ces grandes crises qui vous ont forgé? Vas-y, Pierre, je t'en prie. Moi, j'ai jamais de crise. Oula, Moi, je suis en contrôle total. Ah là, je vais commencer. Non, mais moi, j'en ai plein des crises. Vas-y, Attends, la Kyle. première. Déjà, j'ai fait une première tentative en solitaire en kayak et j'étais secouru après 5 jours par les gardes-côtes. Et bon, voilà, c'était pas une crise parce que à l'époque, c'était non, mais c'était l'histoire de pas de chance. Il y avait un orage, mon encre flottante, qui est en fait le système qui me permet de naviguer dans la tempête, a pas marché. Donc, c'était un problème technique. Mais j'étais prêt, j'avais tout bien fait jusqu'à ce que tu te reçois. En fait, non. Et, c'est la résilience, ça, c'est de se relever. Tu vois, t'es toujours prêt. C'est pas, c'est qui? C'est Tyson hein, qui. T'es toujours prêt jusqu'à ce que tu te prennes un punch dans la gueule, quoi. Et puis là, tu te dis putain, je suis pas prêt. Et alors moi, je peux dire qu'à chaque fois, je me suis relevé, mais jamais tout seul. J'ai toujours eu besoin d'une perspective de quelqu'un d'autre qui me disait tiens, est-ce que tu vois, est-ce que tu étais prêt ou est-ce que tu vois, tu aurais pu le faire autrement. Je me suis jamais relevé tout seul. Oui, après, bon, il y a un côté de s'auto-analyser en disant j'aurais pu faire mieux ou pas, mais pour moi, il y avait toujours un accompagnement de quelqu'un, que ce soit Pierre ou une autre personne, un mentor, qui me donnait cette perspective. On n'est jamais tout seul dans l'échec. Et puis l'échec, après, parce que moi, par exemple, OK, tu veux traverser un océan en kayak, il y a 3-4 personnes qui l'ont fait avant toi. J'ai parlé à toutes ces personnes. Okay, j'ai écouté tous les podcasts, j'ai lu tous les bouquins, jusqu'à ce que tu aies le cul dans un kayak, dans une tempête, tu sais rien. Ouais, donc, c'est normal. Quand tu fais quelque chose qui n'a jamais été fait avant, de toute façon, il y a quelque chose qui va se passer pas comme tu l'imaginais, quoi. Ouais. Et puis même que d'autres l'aient fait avant, c'est-à-dire que c'est la fameuse la carte n'est pas le territoire. Tu as beau avoir une belle carte de France avec les autoroutes, il y a que quand tu es sur la route que là tu as les nids de poules, que tu as les accidents, que tu as les bouchons, le trafic, la canicule, etc. C'est pour les entrepreneurs, c'est la même chose, quoi. Et toi, Pierre, on t'entend plus. Moi, je te laisse regarder. Pendant ce temps, Cyril, moi, j'aimerais savoir en quoi ce moment de crise, qu'est-ce que ça t'a permis? Est-ce que c'était juste, bon, bah voilà, j'ai résolu le problème, je repars? Est-ce que ça a été plus impactant que ça? Alors, en fait, une crise, à partir du moment où tu as une crise, c'est comment tu y réponds. On est d'accord? Et moi, je me dis, je vais être un champion. Dans la crise, le champion, il se relève, tu vois, allez, let's go. Qu'est-ce que c'est d'être un champion? Alors, d'ailleurs, Pierre, il m'a aidé vachement. Il m'a dit, le mental, tu peux l'utiliser dans tellement de manières différentes. OK? Et par exemple, il m'a dit à l'entraînement, si par exemple, je fais des sprints en kayak, tu peux prendre la personnalité de qui tu veux. Elle me dit, quel est le sportif qui t'inspire? Moi, Raphaël Nadal, tu vois, il lâche aucune balle, j'adore ce mec. Et OK, bah, pendant que tu fais un sprint en kayak, tu peux décider d'être Raphaël Nadal. Je vais rien lâcher, tu vois. Même si je mets pas le point, je vais rien lâcher. Ou ben même, si tu vas faire de la muscu, il y a une technique, c'est tu peux t'imaginer, même être ce que tu veux, un animal, tu peux être un gorille, quoi. Le côté mental, c'est tellement puissant. OK, tout à coup, tu vas lever des poids plus lourds que ce que tu pensais pouvoir faire. Après, moi, si je décide d'être un champion dans la défaite, qu'est-ce qui fait le champion? OK, et puis je vais réagir comme ça. Il y a plein de décisions qui sont théoriques, mais qui t'aident. Par exemple, moi, dans mon bateau, j'ai décidé qu'il n'allait jamais avoir de négativité. Et dès que je me voyais être négatif ou pessimiste,
Non, allez, tu changes, tu mets une chanson, tu écoutes un sketch des Inconnus, allez, tu changes l'énergie dans le bateau et tu es reparti, tu vois. Il y a des décisions que tu prends en disant, moi, je vais me lever, quoi qu'il arrive, s'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, je vais être avec un sourire. Tu décides ça et après, tu déroules, quoi. Et c'est pareil dans la défaite. Si tu décides que la défaite, ça va être quelque chose qui va t'aider à rebondir, à être encore meilleur. Si tu décides que, bon, bah, la défaite, ouais, elle va m'affecter négativement, bah oui, ça va t'affecter. La décision que tu prends sera la façon dont la réalité va suivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est Confucius, quoi. Si tu penses que tu as raison, t'as raison. Et si tu penses que tu as tort, ben tu as tort. Oui, de Ça toute va. façon, Là, vous exactement. m'entendez? Ouais. Ouais. Excellent. Ouais, Pierre, c'est on bon. t'entend là. Je très sais bien. pas ce qui s'est passé. Ouais, C'est notre beau temps à La ouais, Rochelle. c'est bon. T'es de retour. Trop fort. Ouais, génial. Ouais, Cyril parlait en PNL, la technique de modélisation, donc de s'identifier à ces modèles, ces géants, et finalement de télécharger en toi leur comportement, leur manière de faire, et donc quelque part aussi d'avoir leur capacité. C'est vrai que c'est la force du mental. Selon la situation, quand tu parlais d'expérimenter le réel, on va télécharger un fichier associé. Si me faire une égratignure, je télécharge le fichier panique, bah, je vais paniquer. Et si je me fais une égratignure et je télécharge le fichier, oui, bon, ça fait une de plus, j'ai déjà vu ça et c'est pas grave, bah, c'est pas grave et tu passes à autre chose. Et ces fichiers, on peut les emprunter à d'autres. Alors moi, je suis curieux, à qui vous empruntez vos fichiers? C'est qui vos modèles, vos géants à vous? Alors, en un, Pierre, tu Cyril. peux dire que je suis ton modèle, hein, ça va. Hein. En un, Cyril. Donc on se renvoie le modèle. Toi, t'es mon modèle, Pierre. J'ai pas forcément un modèle particulier, mais c'est vrai que quand je suis rentré chez les pompiers, je me rappelle ma première semaine d'intervention. Il y avait un incendie d'une bagnole qui était encastrée dans un immeuble. C'était pris dans un coffret électrique, ça pétait de tous les côtés. Il était comme un fou parce que j'étais face à une situation complètement nouvelle et assez excitante, mais c'était le calme de mes chefs, de mes pairs. J'ai toujours été fasciné par cette manière certains individus, équipes ou dans les groupes d'intervention, comme le GIGN, des unités d'élite, ou des sportifs comme Sié, qui font face à des aventures extrêmes, de pouvoir arriver à garder leur calme, à être lucide dans les situations. Alors c'est vrai, on parle beaucoup de mental, mais c'est vrai que si tu travailles que la dimension mentale, si ça peut être dangereux si derrière la stratégie ne suit pas pour t'aider à prendre des bonnes décisions, si ta préparation elle est adaptée, donne des bons repères pour la situation qui se déroule en temps réel. Parce que si tu as un mental de guerrier, mais derrière ta méthodologie, tes méthodes de travail, ta préparation ne te permet pas de répondre à la réalité, au flux d'informations qui se présentent à toi, eh ben, tu risques de saturer ton cerveau, de ne pas arriver à bien t'adapter, de perdre en lucidité. Donc, c'est intéressant d'avoir des méthodologies qui te permettent à la fois de favoriser la prise de décision, de s'adapter en temps réel, mais aussi d'avoir un mental qui rejoigne aussi cette méthodologie. Et c'est pas toujours le mental qui est au service des méthodes, mais c'est intéressant de voir aussi que les méthodologies me permettent aussi de favoriser cette adaptation. Ouais. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière, notamment de prise de décision, qu'on vit tous au quotidien, notamment les entrepreneurs, que tu pourrais nous partager là, pour qu'ils repartent avec quelque chose de concret? Demain, très certainement, il y aura une décision à prendre, garder un employé ou pas, lever des fonds ou pas lever des fonds, décider de prendre tel outil ou tel outil, de dépenser tel budget ou pas. Est-ce que tu aurais quelques billes pour les gens qui nous écoutent? Alors, ça dépend vraiment du contexte. C'est vrai que, par exemple, si on prend l'exemple des pompiers, si on prend des décisions, c'est qu'elles ont une action concrète dans le réel. Elle a un intérêt, c'est pas une décision dans le vent. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir sur quoi repose la décision. Il me semble que c'est assez important de savoir si je prends cette décision de me séparer d'un employé, est-ce que ça a une action concrète par rapport aux objectifs, par rapport à la survie de la boîte, par rapport à certains aspects. Ça permet d'élargir parce qu'on prend des décisions tous les jours, en permanence.
que ce soit dans le cadre familial, professionnel ou autre. Donc, c'est vraiment, est-ce que cette décision, c'est différent de prendre des décisions dans l'urgence et des décisions réfléchies. Mais si c'est des décisions qui doivent être réfléchies, qui ont une incidence sur le long terme, si elles sont connectées au réel et à la survie de l'entreprise et aux besoins de l'entreprise, et que c'est OK à l'intérieur, faut foncer, quoi. Ok. Et toi, Cyril, là, dans les moments d'aventure où tu dois prendre des décisions aussi où il y a des non-retours finalement, je prends cette décision, je pourrais pas revenir en arrière. Est-ce que tu as une méthode, tu as une approche, comment tu fais ça? Alors en fait, d'abord, il y a une capacité à s'auto-observer qui est hyper importante parce qu'à partir du moment où tu subis des actions et que tu n'es pas dans l'auto-observation, donc awareness, tu peux pas réagir. Si tu es juste dans la réaction de ce qui se passe, ça va pas. Ensuite, donc ça, c'est la première phase, c'est l'auto-observation. La deuxième, c'est l'autocritique en disant est-ce que ce que j'ai envie de faire, c'est positif, négatif, et puis là, tu peux pas te mentir à toi-même. Mais moi, je repars avec l'équipe de support où en fait, quelqu'un qui me donne une perspective, en qui j'ai confiance, est hyper importante. Et après, une fois que je me suis observé, je suis critique par rapport à ce que je veux faire ou pas faire, et là, je réagis en consensus avec la tierce personne. Mais moi, je pense que se connaître soi-même, c'est le plus important. Parce que moi, je suis pas un guerrier. Hein. Quand je suis sur l'océan, je suis dans l'émotionnel. Et je vais voir la beauté d'un lever de soleil, c'est ça qui va me donner de l'énergie pour toute la journée. Après, si tu as un autre gars qui est beaucoup plus guerrier, on va dire, pour repartir sur cette personnalité, lui, il va trouver de la force dans les éléments qui sont contre lui, donc dans le côté fight, tu vois. Voilà, c'est ça. Et moi, ça ira pas avec moi. Et c'est ce que Pierre m'a vachement aidé, c'était, OK, toi, c'est quoi tes systèmes de fonctionnement? Comment est-ce que tu réagis? Et connais-toi toi-même. Comment est-ce que tu fais pour te mettre dans des situations qui te poussent en dehors de ta zone de confort? Et comment est-ce que toi, tu peux utiliser tes forces pour ça? Il y a une dimension dans le travail de Cyril, enfin dans son expédition, c'est au-dessus de tout, il y a sa sécurité et sa survie. C'est-à-dire que si tu prends des décisions par l'émotionnel, elles vont pas forcément être appropriées à sa sécurité propre. Donc c'est, par exemple, chez les pompiers, quand tu es cadre et que tu arrives sur l'intervention et que l'immeuble est en feu, qu'il y a des gens aux fenêtres, bien sûr que la situation, par son caractère imprévisible, et soudain peut t'amener dans un émotionnel, dans une envie de fuir, et dans un stress assez important, mais c'est arriver à te reconnecter aux procédures et pour prendre les décisions les plus adaptées par rapport à ce qui est proposé. C'est ça qui est arrivé. On peut passer forcément par une phase émotionnelle dans la prise de décision, mais c'est pas forcément la bonne. C'est après revenir sur une décision plus pragmatique et adaptée à la réalité qui est observée, quoi. Et c'est ça qui est transposable dans le milieu d'entreprise, Adrien. Quand tu es chef d'entreprise, tu peux avoir les gens qui sont à la fenêtre, au feu, et tu dois prendre une décision. Il y a de l'émotionnel, mais il faut pouvoir se calmer, tu vois. Se reconnecter à soi. C'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment, j'entends cette danse entre, vous avez une intuition qui est très forte, vous êtes connecté au corps à des moments, peut-être des moments plus de calme, d'introspection, tranquille, et en même temps, les moments de feu, de crise, bah, c'est peut-être un peu moins connecté au corps, ou en tout cas à l'émotion première. Peut-être, tu sais, on parle souvent de cerveau reptilien qui va réagir très vite, mais alors, cette capacité de souffler, remettre de la distance, revenir, tu parlais aux procédures, revenir à de la méthodologie, revenir à la stratégie. Et c'est un peu ça que j'entends aujourd'hui, que je trouve très intéressant, c'est cette danse entre les deux. Et ni être complètement, je suis que dans l'intuition, je suis mon feeling, la fleur au fusil, et pas non plus que dans le mental, non, j'ai une stratégie, j'ai un plan, c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'entends cette navigation entre les deux, finalement, qui est pas simple, mais qui est le lot des entrepreneurs également au Et c'est quotidien. important d'avoir des repères. Tout à fait. Putain, trop fort. Et c'est important d'avoir C'est vrai, ça fait des une punchline, c'est on la ça. garde. qui nous permettent de naviguer dans cette complexité. Oui. Chez les pompiers, en fait, tu es chez toi ou tu es à la caserne en train de manger, de dormir. En l'espace de 10 minutes, tu peux faire ta Ligue des Champions, intervenir sur le feu de Notre-Dame, sur un feu improbable, que tu aies 3 mois de service ou que tu aies 10 ans d'expérience. Tu fais ce métier-là pour ça. Mais c'est vrai que
tu sais pas à l'avance quel va être l'immeuble, le type de personne qu'il y aura à l'intérieur. Mais par contre, dans chaque situation, il y a des récurrences dans lesquelles tu peux choper des repères. Et ces repères vont servir de guide dans tes décisions. Ça va permettre de prédire un petit peu les situations. Donc, tu sais que si tu prends des décisions, elles auront un impact dans le réel. Par contre, si tu prends des décisions dans l'après-coup, dans l'urgence, dans l'émotionnel, et c'est pas toujours évident. Et si en plus tu n'es pas certain qu'elles ont un impact, c'est pas toujours évident. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui a un impact, qu'est-ce qui en a pas. Est-ce que ça permet d'avoir une action concrète, quoi. Et vous avez fait des trucs assez incroyables. Est-ce que vous rêvez toujours? C'est quoi votre grand rêve, là, votre prochain rêve, votre prochaine aventure ou peut-être que vous dites, bon, voilà, maintenant je déroule un peu. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Moi, j'ai des besoins de repos. Les aventures sont tellement fatigantes. Tu vois, t'es 3 mois en mer. Et puis, tu as toute la préparation en amont. C'est à peu près 1 an. Après, il y a des aventuriers qui font ça tous les 6 mois. Hein. Un copain, Antonio de la Rosa, un espagnol, là, il fait des aventures, mais c'est incroyable. Et en fait, il ne faut pas se comparer aux autres, c'est tout. Moi, j'ai besoin de 2 ans. Si jamais je fais une autre traversée, ce sera dans 2-3 ans. J'ai besoin de le planifier, d'être prêt, tu vois, au côté logistique, financier, etc. Donc, moi, je prends mon temps. Mais je sais que j'ai besoin de ces racines. J'ai besoin de la routine pour ensuite repartir. Chacun doit trouver sa propre danse. Hein. Ok. Et toi, Pierre, les rêves? Les rêves, c'est de pouvoir continuer à avancer sur ce chemin qui m'anime au plus profond de moi. Et oui, le rêve absolu, ce serait de travailler avec les plus grands entraîneurs dans des sports collectifs. Ça, de pouvoir être consultant dans ces domaines-là, et trouver continuer à travailler sur des projets comme fait Cyril aussi. Et trouver on parlait d'équilibre tout à l'heure entre liberté et sécurité. Et c'est vrai que parfois, au début, je pouvais être à fond et la certitude pouvait créer un besoin de sécurité. Et parfois, ça demande une bascule à chercher cet équilibre. Mais trouver ce bel équilibre entre mes besoins personnels, ce besoin d'aller faire du sport, de passer du temps avec la famille et ce projet qui m'anime et travailler avec les meilleurs dans leur domaine, quoi, tout simplement. Et j'ai une petite question, un peu plus piquante que les autres. Vous avez fait des choses qui sont de l'ordre de la performance, d'accord? Vous m'avez dit, c'est aussi en suivant ma passion, en suivant ce que me dit mon corps, en suivant mon intuition. Comment vous faites la différence entre ce qui est de l'ordre de l'ego, ça brille, c'est grand, c'est fort, et ce qui est l'ordre de l'intuition, c'est mon chemin, j'ai pas le choix, je dois faire ça, quoi, ça m'appelle. C'est une grande question, je me la pose toujours. Eh oui, oui. Donc, comment vous Il n'y a pas de situez bonne là-dessus? réponse. Parce que suivant la personne qui va regarder ce que tu fais, ils vont dire, ça c'est l'ego qui parle ou c'est, tu vois, parce que, alors, moi on m'a dit, ok, tu veux faire une 3e traversée, bon, est-ce que si personne le savait que tu le C'est ferais, est-ce que tu le ferais? Je le ferais pour l'aventure, oui, mais il y a un côté que j'adore, c'est pouvoir parler de mes aventures, tu vois, d'être dans des podcasts. Moi, je fais des conférences en entreprise, j'adore en parler, j'adore voir l'impact que j'ai. Alors oui, est-ce que c'est l'ego qui en a besoin? Bon, oui, d'une certaine manière, mais il y a quand même ce côté intuitif qui fait que j'ai envie de le faire. J'ai Et d'ailleurs, l'impression que si c'était que de l'ego, au bout de 1 mois, 10 000 litres de flotte sur la gueule et 4 tempêtes, tu dis: «Bon les gars, en fait 1 mois c'était bien, je raconterai ça en conférence, ça ira bien». non, mais après, c'est aussi la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Il y a une partie psychologie, oui, tu es en réaction par rapport à tu vois, des phénomènes que tu as eu dans la jeunesse, et puis tu Bien sûr. réponds à ça. Qui sait pourquoi est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin de répondre pourquoi est-ce qu'on fait les choses qu'on fait? On ne demande pas je sais pas, à David Bowie pourquoi il chantait, pourquoi Picasso il faisait un nez tordu sur sa peinture. Il le fait, quoi, tu le fais. Et puis c'est bon, suis ton cœur. Oui, Quoi. le sens, c'est peut-être plus a posteriori. Je regarde derrière moi la trace que j'ai fait, je fais: «Ah bah oui, évidemment, voilà pourquoi», mais bon, ça c'est une fois Ouais. que le chemin a été tracé, quoi. Et toi, Pierre? C'est vrai que quand dans le parcours entrepreneur, parce qu'au-delà de l'expertise ou de l'aventure,
On vit un parcours d'entrepreneur et c'est vrai que quand il y a des difficultés, on se demande pourquoi on a fait ça. Il y a des fois, on se dit, mais le moi du passé, pourquoi il a pris cette direction? Est-ce que c'est par reconnaissance? Est-ce que c'est par ego, tout ça? Et quand ça se passe bien, on se dit, bah, c'est good, je suis pleinement dans ce que j'avais choisi. Et c'est pas toujours évident. Donc, faire ce deal entre les deux, il n'est pas toujours évident. En général, c'est quand je sens que je suis pas trop aligné avec moi, j'ai l'impression que c'est plus ego qui essaye de torturer cette réalité. Donc, j'essaie de redescendre pour me reconnecter à ce qui est, pour pouvoir l'observer, être en conscience de ce qui est et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre demain, quoi. Ouais, la joie, tu l'as dit, la joie, c'est quand même un super indicateur. On arrive au bout de ce podcast. Moi, je vais ouvrir sur quelque chose d'un peu plus grand. Cyril, tu l'as évoqué un tout petit peu où je l'ai vu sur ton site, mais derrière ces moments-là, derrière cette joie, il y a quand même pour moi une porte très spirituelle que vous ouvrez. C'est pas tellement je sais pas si c'est Dieu ou l'univers ou Pachamama. L'unité une, Voilà, ouais. on n'en sait rien et on n'en saura rien et ouais, c'est très bien comme ça. Mais quelle place ça a dans votre vie, dans votre quotidien? On a vu qu'il y a du mental, il y a de la stratégie, il y a des leviers précis et en même temps, il y a cette intuition et cette connexion à quelque chose de plus grand. Voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur la place que ça a dans votre vie? Moi, c'est l'histoire d'une vie, hein. En fait, j'ai été élevé catholique. Ensuite, pendant le tour du monde, j'ai fait 26 pays. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, la foi que tu as dans une religion, c'est celle là où tu es né, quoi. Si j'étais né en Indonésie, je serais musulman, peut-être. Ou si j'étais en Inde, je croirais en Ganesh qui a une tête d'éléphant, tu vois. Et donc, finalement, tu te dis, bon, bah, OK, toutes les cultures ont essayé de décrire quelque chose qui est en commun, qu'on sent, qui est plus fort que nous, etc., peut-être dont on a besoin psychologiquement, etc. Et pour moi, c'est quoi? Donc, je me suis un peu séparé de mon éducation à ce niveau-là en me disant, mais pour moi, c'est quoi? C'est plutôt, OK, les énergies, on va dire, que je ressens quand tu marches dans une forêt, quand tu es dans un désert, quand tu regardes le soleil, l'énergie, hein, peut-être un peu, tu vois, les natifs indiens, tu vois, où il y a la force de la rivière, de la mer, de ça. Et donc, j'essayais plutôt d'être à l'écoute de la nature. Et là, je l'ai senti, mais énormément dans mes traversées, où en fait, tu es tout seul, tu es au contact, et puis tu sens comme tu es connecté avec cette unité une. Et moi, je peux l'expliquer. Alors, quand on est catholique, bon, vous vous souvenez, on est des cendres et on retournera cendres, d'accord? Moi, je l'ai senti avec l'eau. On est haut et on retournera haut. Une fois, je l'ai raconté ça, Pierre? J'étais Probablement. au milieu du Pacifique, ok. Puis à la moitié, hyper dur. Mais attends, j'ai fait 50 jours, il me reste 50 jours. Et puis là, mon support terrestre s'est dit, bon, il faut que tu vives dans le moment présent. Ok, comment je peux faire? Et là, je me suis dit, bon, en fait, il faut que je me connecte en disant, voilà, là, je suis en train de vivre ce que je veux vivre. C'est d'être une aventure sur l'océan. Et tout à coup, j'ai commencé juste à regarder le lever de soleil différemment, et les vagues et les poissons. Et je me suis senti connecté le moment où, en fait, j'étais en train de pleurer. J'avais une goutte sur la joue, là, une larme, une goutte d'eau salée. Et là, splash de l'océan, et je vois une goutte d'eau de l'océan sur ma jambe. Et là, c'était l'océan qui me dit, mais regarde, on est la même chose. Toi, t'es de l'eau salée. Et j'ai fait 1 plus 1. Et en fait, c'était l'océan qui me disait, mais vraiment, regarde, on est pareil. Et ça fait 2 mois que je bois de l'eau de mer, d'accord, qui est désalinisée. Donc, ça veut dire que 70% de mon être qui est de l'eau, c'est de l'eau de mer. Donc, mon être est plus d'eau de mer. Et donc, en fait, je suis une goutte d'eau, littéralement une goutte d'eau dans l'océan. Je suis tellement petit. Et là, tout se met comme pareil. Tu regardes les nuages, c'est de l'eau. Les vagues, c'est de l'eau. Les poissons, c'est une majorité d'eau. Et puis, enfin, on est un, quoi. Ce côté de connectivité. Et après, tu regardes chez le poisson volant, puis tu dis, moi, je suis lui, quoi. On est un. Trop fort, trop fort. Magnifique. J'adore. Et toi, Pierre? Ce rapport à... Tu peux répéter ta question à la spiritualité un petit peu? Ce rapport à soi-même? Ouais, dans les moments, que ce soit dans les moments de crise, dans les moments d'entrepreneuriat, je suis sûr qu'il y a des choses parfois qui doivent, dans des opérations avec les pompiers, etc., qui transcendent quelque part dans les situations, dans ce que tu fais, les gens que tu accompagnes. Quelle place ça a? Peut-être que ça n'en a pas du tout et c'est complètement OK là-dessus, mais j'ai l'impression que ça fait partie du paysage, ça fait partie de votre vie, quoi, tous les deux.
Bah, c'est vrai que quand j'étais chez les pompiers, quand tu interviens, tu fais face à une réalité qui est assez brute, qui est assez dure. Bizarrement, dans ces moments-là, c'est là où je me suis senti le plus vivant. J'ai l'impression qu'on triche pas dans ces moments-là. Je sais pas comment t'expliquer ça. Maintenant, derrière, le pompier a une armure, il est dans une quête de performance. Derrière, je suis aussi beaucoup intéressé à l'hypnose, à la PNL, au développement personnel. Donc, et avec le temps, j'ai commencé à pas lâcher ça dans le sens où c'est pas bien, mais à arrêter d'en faire une priorité parce que ça pouvait devenir un piège avec moi-même, avec une sorte d'ego spirituel à devoir toujours être dans le moment présent et tout ça. Je me reconnecte, comme dit Cyril, dans la nature, dans des moments de tranquillité. Mais après, ce que j'ai appris avec le temps, c'est plutôt à me foutre la paix, quoi. C'est-à-dire accepter l'idée que j'ai le droit d'en chier, que j'ai le droit d'être triste, que j'ai le droit d'être vulnérable, que j'ai le droit de... j'ai le droit de... Parce que la vie, elle n'est pas simple. La vie, elle est loin d'être simple, elle est loin d'être évidente. Donc, j'ai abandonné un peu cette quête de perfection au profit de cette quête de la tranquillité avec moi-même, quoi. Je ne sais pas si je suis clair avec ça. Mais c'est vrai que les moments de performance, comme chez les pompiers, c'était des moments de connexion assez intenses parce qu'il y a une certaine vérité humaine dedans. Ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et dans les moments compliqués, ouais, accepter que j'ai le droit de souffrir, et parfois juste me reposer dans cette confiance aussi à l'intérieur. Essayer d'un peu abandonner, lâcher prise. Génial. Pierre, Cyril, vous m'avez régalé. Je me dis toujours à la fin, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai réappris, et vraiment ce que ça m'a rappelé et remis face à moi, c'est ce côté dense entre l'intuition, c'est pour ça qu'il y a ce petit tatouage là, le regard vers l'intérieur qui reste connecté, parce que se déconnecter, il y a rien de pire. Moi, ça m'a amené à me péter une vertèbre il y a quelques années, c'est le grand risque. Et en même temps, ils mettent aussi du mental, ils mettent de la stratégie, ils mettent du bon sens, ils mettent des systèmes au service de cette intuition, au service de cette vision qui passe par le corps, qui est plus grande, qui me met en joie. Et ça, c'est toujours un super rappel, je crois. Ça fait toujours beaucoup de bien de l'entendre. Donc, merci à tous les deux. Merci C'est à une toi. danse, hein, tu l'as bien dit. Hein. Ouais. Comment, C'est une Cyril? danse. C'est une danse, tu l'as dit. C'est une danse entre plusieurs états. L'état, oui, rigueur, l'état rationnel, l'état émotionnel, l'état rêveur, et puis concret, et puis planification, stratégie, mais en même temps intuition. C'est tout, c'est une danse, quoi. Et chacun danse différemment. Tu mets 100 personnes sur la même musique, on va tous danser. Ce qu'il faut, c'est trouver sa façon de danser. Mmh. Et puis Pierre, tu l'as rappelé, c'est pas une recherche de perfection, mais finalement plutôt de diversité. Ce que j'adore dans le tableau que vous m'avez dépeint aujourd'hui, c'est que tout est là. Il y a de la spiritualité, il y a de la logique, il y a du mental, il y a de l'intuition, il y a du feeling, de la joie, et en même temps, il y a aussi de la structure et de la préparation et de la logique. Et finalement, ce que j'en tire, c'est, outre d'être parfait sur ces points, parce que c'est une quête sans fin, mais c'est plutôt d'être sûr que tous ces éléments sont là, pas d'oublier son intuition, pas d'oublier le mental, pas d'oublier la joie, pas d'oublier non plus la logique et la structure, et de jouer avec les curseurs et d'être sûr qu'il y ait tous les ingrédients dans la ratatouille, quoi. Et c'est très bon, la ratatouille. Merci beaucoup. Exactement. Merci à tous les deux. Merci à toi pour cette J'ai mise en hâte lumière. de partager cet épisode à tous les auditeurs, les followers. Je vous remercie. Et pour finir, on invite qui pour la prochaine? Oh là. Wow. Putain, t'aurais dû me poser cette question. Vas-y, Cyril. Attends, moi, la personne qui me vient direct, c'est en anglais, au fait, c'est Damien Brown. Ok. C'est un gars qui est aventurier, mais il parle pas un mot de français, donc il faudra trouver quelqu'un d'autre. On fera en anglais, c'est pas grave. Ah ouais, mais là, oui, il est irlandais, laisse tomber. Même l'anglais, tu captes rien. Un autre anglais, ça encore. Ouais, il vaut mieux lui lire ce qu'il écrit, ce qu'il dit, plutôt que le parler avec lui. Non, mais on va te trouver quelqu'un de fantastique, t'inquiète. Ça marche. Bon, Pierre,
Tu réfléchiras, tu Je m'enverras un nom. réfléchirai. Là, j'avais en tête, je sais pas si tu connais, vu que tes podcasts sont à destination des entrepreneurs surtout, de leur manière de gérer Ouais. leur temps, leur organisation. Ouais. Je suis parfois de temps en temps sur LinkedIn Fabien Olicard, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, Ouais. carrément. Ouais, et je trouve assez Ah ben voilà. intéressant. Il a conceptualisé des notions de temps, des notions d'organisation, d'énergie. Pourquoi pas? Ouais, C'est carrément. ce qui me met en tête. Ouais, il ouvre pas mal les sujets. Ouais. Excellent. Bah, merci à tous les deux. Merci à Et toi. puis, je vous souhaite, pour toi, Cyril, une bonne journée et pour Pierre, une bonne soirée. Merci également. Merci beaucoup. Et merci Cyril pour Ciao. m'avoir invité aussi. À bientôt, Pierre.